Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la deuxième édition, le deuxième numéro du cycle de webinaire 1 heure pour comprendre. C'est un cycle qu'on a mis en place il y a quelques semaines au niveau de la FPCNT. Pour ceux qui étaient présents au premier webinaire, on avait traité de résilience alimentaire et de mobilisation citoyenne, notamment des acteurs associatifs non spécialisés dans le domaine des risques. Donc, tout ce qui était préparation et gestion d'un événement. Aujourd'hui, du fait des sollicitations, des demandes qu'on a pu avoir au cours des actions qu'on a pu mener sur le terrain cette année ou à l'occasion de conférences, nous étaient remontés du terrain des besoins de clarification, de conseils, de retour d'expérience sur la communication en période de crise. On sait effectivement que face à un événement, cette communication de crise, parfois plus ou moins anticipée, parfois plus ou moins gérée, puisqu'il faut gérer le reste en plus de la communication, peut devenir un sujet stratégique et qui vient soit faciliter la gestion d'un événement, soit le compliquer quand on ne s'est pas préparé ou qu'on se prend les pieds dans des pièges. On a la chance aujourd'hui sur ce webinaire qui a été préparé par Laurence Bonhomme, qui est responsable de la communication à la FPCNT et qui m'accompagne au quotidien sur ces sujets, d'avoir pu mobiliser un expert en la personne de Carlo Zaglia, donc qui va nous parler de son expérience. Ce sera un webinaire qui aura 2 numéros puisqu'on va se retrouver aujourd'hui. Sur le prochain webinaire, on parlera de responsabilité des acteurs et notamment des élus face à l'ensemble des risques majeurs, mais on aura ensuite Carlo qui reviendra sur un deuxième temps compléter cette première intervention pour des approfondissements. Ce webinaire, une nouvelle fois, a du succès puisque vous étiez 120 inscrits. Alors, on voit qu'on est à 65 là actuellement, ça va sans doute monter. Vous aurez, puisque c'est des questions qui vont sans doute être posées dans le chat, donc vous avez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions au fil de la présentation dans le chat. 120 inscrits, 65 participants. On a une répartition à peu près de 50% d'acteurs de collectivités, 25% d'organismes publics et également d'écoles, d'enseignants ou d'étudiants en cours de formation sur ce sujet de la prévention des risques et l'anticipation des crises, et puis également des acteurs du secours qui se sont mobilisés en nombre, notamment au niveau des SDIS et des réserves communales de sécurité civile, pour suivre ce webinaire qui se veut volontairement court, pour essayer d'avoir le plus grand nombre et de faire des sessions qui posent des bases, qui vous alertent sur des points clés et que vous puissiez ensuite, par la suite, approfondir si vous le souhaitez. On a choisi des formats courts d'1 heure et plutôt en fin de journée pour permettre aux gens qui travaillent en journée de finir par cette prise de recul et cet approfondissement technique. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Carlo pour pas monopoliser la parole de mon côté et vous laisser du temps. Carlo a prévu une intervention de 30 à 40 minutes maximum et on aura ensuite un temps d'échange. Vous recevrez tous son support de présentation à l'issue de la conférence et des échanges. Et puis, on se permettra, Laurence vous le mettra dans le chat, de vous envoyer également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez le remplir ce soir à l'issue, ces 3-4 questions, ça va très vite. Mais nous, on a vraiment besoin de vos retours pour savoir si ce format, le contenu vous satisfait et identifier avec vous également des sujets que vous souhaiteriez voir traités. Alors, non pas cette année puisque l'année se termine, mais plutôt en 2024, car si on est satisfait tous ensemble de ce format, on pourrait reconduire une série de webinaires 1 heure pour comprendre. Donc, on compte vraiment sur vos retours et votre participation. Carlo, c'est à vous pour 30 à 40 minutes. Merci beaucoup encore d'avoir accepté ce challenge. Merci beaucoup, Guylaine. Bonsoir à tous. Donc, vous avez compris, il faut vraiment qu'à la fin du webinaire, vous dites que c'était bien, sinon je ne reviens pas en deuxième semaine. Donc, je compte vraiment sur vous. Non, je plaisante. Bien, donc on va essayer d'aborder ce sujet délicat qui est la communication en période de crise. Et on va parler aussi de sémantique. On galvaude un petit peu le terme, à mon sens, parce que la communication de crise, je ne pense pas que ça existe. On peut éviter la crise en communiquant, mais lorsque c'est la crise, ça devient difficile. Donc, on va essayer de dresser un petit peu le portrait des outils
dont on pourrait avoir besoin pour essayer de communiquer, puisque c'est vraiment le maître mot, hein, et de comprendre dans un premier temps comment aujourd'hui les médias fonctionnent, même si lorsqu'on fait de la com, on s'adresse aussi à nos autorités, à la gouvernance, à nos élus, et en premier lieu, bien évidemment, à nos citoyens, à nos concitoyens, pardon, mais on le fait par le biais des médias. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu comment les journalistes fonctionnent pour pouvoir travailler avec eux. Il n'y a pas, pour reprendre un petit peu ce que disait Guylaine, il n'y a pas de piège, je crois, en com. Les gens font vraiment leur travail et c'est juste vous, si vous prenez la parole ou si vous communiquez, mais c'est à vous d'utiliser les bons mots, les bons termes, tout ça pour défendre, en tout cas protéger, sinon défendre l'institution qui est la vôtre, en tout cas l'organisation pour laquelle vous œuvrez. Hein, voilà, moi je suis j'ai une certaine spécialisation avec beaucoup d'humilité parce que chaque crise, vous le savez, vous en avez probablement vécu, vous êtes tous des gens d'expérience, c'est jamais la même. Et chaque fois qu'on a fait un truc qui marchait, on dit ça c'est génial, mais c'est pas sûr que ça marche la prochaine fois. Des crises de sécurité civile, j'en ai fait beaucoup, je continue à en faire, puisque c'est l'un de mes cadres d'emploi, je suis officier de sapeur-pompier volontaire, dédié justement à la communication opérationnelle, à la communication de crise. Donc moi, je vais partager avec vous mon expérience, où effectivement, on est souvent tard la nuit, longtemps, plusieurs jours d'affilée dans un poste de commandement, à essayer de trouver des mots pour rassurer d'une part la population, convaincre nos autorités que ce que l'on fait, c'est bien, et puis travailler avec tous les acteurs de secours, bien évidemment, mais aussi tous les acteurs que sont les collectivités, que représente aussi l'État dans une crise. On en vit encore une dans le pays. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une, je pense notamment à nos amis du Pas-de-Calais, puisque ça fait 3 semaines qu'ils prennent l'eau et il continue de pleuvoir. Donc ça, c'est une vraie crise de sécurité civile. Et il faut pouvoir expliquer aussi aux gens ce que l'on fait. Voilà. S'il y a un truc à retenir, c'est que le silence n'est pas d'or, il est coupable. Hein, si je ne dis pas quelque chose, vous connaissez l'adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Alors, un petit rappel rapidement sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que ça, c'est ce qui prévaut aujourd'hui dans notre pays encore un peu. Alors, il y a des endroits où vous pouvez moins communiquer. Hein. Si vous allez en Birmanie ou en Chine, c'est plus difficile. On a la chance d'être dans un pays où on peut encore dire ce que l'on veut, presque, en tout cas ce que l'on pense. Et en tout cas, il faut le voir comme une aubaine et une opportunité. Je le disais, la presse, les journalistes sont des professionnels. Ils sont là aussi pour révéler certaines choses. Et parfois, quand on sort des dossiers pourris, on se dit, ouais, le type ou la fille, elle a fait un bon boulot. Et au moins, on sait qu'il y a eu quelque chose. Donc ça, c'est important de retenir en tête. Ça fait partie de nos fondements. Et pour moi, c'est important. Donc oui, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir s'exprimer et dire ce qui se passe. Donc, pour reprendre mes propos, j'ai envie de vous dire que ce qu'il faut, c'est d'éviter la crise. La crise, elle est multiple, elle a plein de faces, la crise. Et quand c'est la crise, on n'est plus capable de réfléchir, on n'est plus capable de se positionner et de prendre les bonnes décisions. Si vous êtes à ce webinaire ce soir, et je vous en remercie, c'est que quelque part, vous vous préoccupez des crises et puis vous dites que peut-être communiquer, c'est peut-être pas complètement idiot et qu'on peut faire quelque chose. La crise, c'est un bon outil. C'est vraiment un bon outil, mais ce n'est qu'un seul outil. Ça ne suffira pas. Il faut déjà qu'il y ait une vraie volonté, une volonté politique, de communiquer. Pour ça, il faut avoir tous les éléments. Dans beaucoup de grandes entreprises, dans beaucoup de grandes institutions, les communicants sont au plus près de la direction centrale, puisqu'on a besoin d'être au courant de ce qui se passe. Moi, quand je suis sur une opération de secours, quand je suis sur un feu, je suis avec le directeur départemental au poste de commandement, parce que si je ne comprends pas sa stratégie, je ne vais pas être capable de définir des éléments de langage et de trouver des mots pour communiquer. Donc, je vous le disais en préambule, la communication de crise, ça n'existe pas, j'y crois pas, parce que quand c'est la crise, ça devient très difficile et on est plutôt en mode survie. En revanche, comme le disait Guylaine en préambule, on peut se préparer, c'est même capital de se préparer, c'est-à-dire envisager plein de solutions qui seraient profitables et qu'on pourrait utiliser. Encore une fois, voyez la com comme une boîte à outils. Dans cette boîte d'outils, j'ai plein de choses. J'ai les médias traditionnels, j'ai les réseaux sociaux, j'ai les communiqués de presse, j'ai la communication verbale que je peux faire avec l'équipe qui gère cette crise. Et c'est de la communication avec un grand C, parce qu'il s'agit de faire adhérer tout le monde vers une idée majeure. Donc ça, on va y venir et on va le développer un petit peu. Mais la communication d'évitement de crise, je crois que ça, c'est la seule solution. On a réussi à maintenir le cap dans beaucoup d'opérations
grâce à cette communication d'évitement de crise, parce qu'on a anticipé, parce qu'on a prévenu les gens et parce que il faut une certaine sincérité aussi, et on parlera aussi de la transparence. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit topo sur les médias aujourd'hui, hein, même si vous les connaissez, vous les côtoyez, il y en a peut-être parmi vous, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, les médias sont des professionnels de l'information. Il y a des arcanes, hein, ils ont un système de fonctionnement, mais c'est intéressant de vraiment prendre connaissance de leur rôle. Comme je disais, on a tous des devoirs d'information et d'obligations professionnelles, que ce soit les journalistes d'ailleurs ou le service public. Le journaliste, lui, c'est un professionnel de l'information. Quand il va se rendre sur le lieu d'une crise, sur le lieu d'un événement, lui, il a besoin de récolter des informations d'acteurs différents pour pouvoir se faire une idée du sujet et faire ce qu'on appelle dans le jargon, faire son papier avec l'angle qu'il aura choisi. Donc ça, c'est son libre arbitre, il en fait ce qu'il veut. S'il a un journal d'opinion, il donnera une opinion. Si c'est un journal plus factuel, il se contentera de prendre les faits. Mais ce qui est important, c'est ce que les gens vont en retenir. C'est l'interprétation de nos concitoyens. Et le but de cette communication en période de crise, c'est d'éviter la panique. Hein. Donc, on va voir un peu comment fonctionnent les médias. Et il faut se mettre dans la peau qui est la vôtre, j'ai envie de dire, celle de tous les jours, du citoyen lambda que vous êtes, et vous dire, oui, je pratique des médias, j'achète des journaux, je vais sur Internet, j'ai des comptes de réseaux sociaux probablement, je regarde la télé en couleur, il ne faut pas trop la regarder parce que ça rend idiot, mais il y a des choses intéressantes à la télé. En tous les cas, voilà. Et lorsque moi, je pars bosser le matin, je pars ma voiture, la première chose que je fais, je mets France Info, parce que France Info, c'est une chaîne d'information continue, c'est le service public, j'ai la prétention de croire au service public, et ça me donne le ton de ma journée. Et je vais savoir un petit peu ce qui se passe, la tendance, s'il s'est passé un truc hier, dans la nuit, que j'ai loupé, etc. Mais je fais ça avec une réelle intention. Je vais chercher quelque chose. Et c'est ce qu'il faut vous dire si demain vous communiquez, ou vous l'avez peut-être déjà fait, vous ouvrez un journal, vous écoutez un podcast sur France Bleu que vous avez donné, et vous essayez de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, non pas par le prisme de vos propres mots, mais par l'interprétation qu'on peut en faire, au travers des questions du journaliste, de l'émotion, de l'inquiétude ou de la conviction d'ailleurs avec laquelle vous allez le faire. Mais en tout cas, il y a un message qui est délivré. Et ça, il faut vraiment, encore une fois, on ne va pas se mettre dans la peau du média, du journaliste, c'est son métier. Mais il faut se dire, il vient chercher une information. Et moi, si j'achète un journal, si j'achète l'équipe, je veux les résultats sportifs, c'est pour ça que je l'achète. Je vais chercher quelque chose. Donc, le journaliste ou la journaliste qui va vous faire une interview sur un sujet, effectivement, sur une crise, il aura des questions très précises. Parce qu'il sait qu'il doit répondre à une commande, qui est la commande de son lectorat, de son audimat, peu importe le média qu'il va utiliser. Donc, partons de ce principe, non pas qu'on soit un peu plus tolérant, mais en tout cas, on arrive à comprendre qu'effectivement, parfois, il y a des questions qui peuvent nous déranger, qui ne nous arrangent pas forcément, hein, parce que c'est aussi là l'art de préparer cette communication de crise. En tous les cas, il faut accepter le deal. Si vous acceptez de donner une interview ou de faire venir la presse dans votre poste de crise ou dans votre giron, il faudra quand même se préparer effectivement à vouloir lui donner des réponses. Hein. Vous savez, une fois, j'ai fait une interview de quelqu'un, parce que j'ai aussi une double casquette, hein, j'ai une casquette de journaliste, donc je parle de deux métiers que je connais bien, et j'avais fait l'interview de quelqu'un qui me répondait par oui ou par non. Je vous assure, c'est très difficile. C'est très difficile de construire un papier. Mais ce n'est pas grave, j'ai été voir quelqu'un d'autre qui probablement était hélas moins au fait et qui lui m'avait donné les bonnes réponses. Mais ça aussi, on y reviendra. Rapidement, comment ça fonctionne aujourd'hui? On va essayer de différencier leurs médias, puis après leurs pratiques. Donc en gros, vous avez les agences de presse. Les agences de presse, ce sont les grossistes de l'information. C'est des gens qui, effectivement, alors vous avez mis le logo de l'AFP, l'agence France Presse qui est à Paris, place de la Bourse. C'est une très belle institution d'ailleurs. Mais les agences de presse, il y en a dans tous les pays du monde. Toutes les agences de presse sont connectées avec toutes les agences de presse. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose au fin fond de la Creuse, il y a un correspondant, qui est le correspondant de l'AFP dans la Creuse, qui va faire une brève, il va taper ça sur sa bécane, il va l'envoyer sur le fil AFP dans la rubrique qui le concerne. On va parler par exemple de la rubrique faits divers, parce qu'il y a un bus qui s'est retourné avec 40 gamins dedans. On n'a pas de bilan, mais on sait qu'effectivement, il y a une opération qui est en cours. Donc lui, il va envoyer ça à son rédacteur en chef qui gère sa rubrique. Le rédacteur en chef, au même moment, il va en avoir peut-être 10
des messages comme ça. Il va en choisir un. Il va choisir celui-là et il va le balancer, ce qu'on appelle sur le fil AFP. Vous pouvez, tous les organismes peuvent s'abonner à l'AFP, moyennant une cotisation annuelle, et dans laquelle vous rentrez des mots-clés. Nous, chez Soldats du Feu Magazine, c'est le titre de presse que je dirige, qui est entièrement dédié aux pompiers et à la sécurité civile. On est abonné à l'AFP et on a effectivement des mots-clés qui sont sapeurs-pompiers, incendie, inondation, accident, explosion. Dès qu'il y a un de ces mots-clés dans une des dépêches, la dépêche va arriver sur nos boîtes mail. Le média en question se saisit ou non de la dépêche, décide de la traiter. Si c'est une grosse opération, décide d'envoyer quelqu'un. Et ensuite, tout ça, c'est un petit peu du bouche à oreille, mais à la vitesse grand V grâce à l'Internet. Et vous pouvez vous retrouver en quelques heures avec une dizaine de médias en bas de chez vous, parce qu'effectivement, les agents sont communiqués. Je vous donne un exemple concret de ce que je dis. Vous avez tous en mémoire l'accident de la Germanwings à la Seine-les-Alpes. Cet avion qui s'est écrasé à la Seine-les-Alpes, petit département des Alpes de Haute-Provence. C'est vraiment un petit village de 5000 habitants. Au bout de 48 heures, il y avait 80 chaînes de médias internationaux qui étaient sur place. Voilà, personne ne connaissait ce village. Du coup, hélas, il est devenu célèbre. Tout ça par le biais des agences de presse. Ensuite, on a la télévision, je vous disais, c'est la télévision en couleur. Encore une fois, j'insiste, il faut la regarder, mais avec parcimonie. Voilà, la télé en couleur. On a aujourd'hui des chaînes d'infos en continu. Ça aussi, lorsqu'il se passe quelque chose, nos autorités, nos dirigeants, la première chose qu'ils font, ils vont sur ces chaînes de télé. J'en ai une dans mon bureau, je vous rassure, je l'allume aussi de temps en temps quand il se passe quelque chose, parce qu'en plus de ce que j'ai entendu, j'ai besoin de voir des images. On reviendra aussi. Parce que j'ai besoin de voir des images, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Voilà. On a bien sûr la presse écrite que vous connaissez, ce sont la presse quotidienne régionale, vos journaux locaux, qui sont des journaux plutôt à grand tirage, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, nos concitoyens continuent à lire le journal, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est du quotidien, c'est-à-dire que ça se boucle en général vers minuit, c'est les infos du jour, elles sont bouclées vers minuit, c'est repiqué vers 1h du matin avec le rédacteur en chef, ensuite ça part chez l'imprimeur et à 5h du matin, vous avez le journal sur dans votre boîte aux lettres ou à votre bureau. Voilà, ça marche bien. C'est un média qu'il faut privilégier parce que lorsqu'on est dans un territoire, ce qui est mon cas, moi je travaille pour mon territoire, je communique d'abord pour mon territoire. Si on passe sur TF1, c'est bien, mais l'idée c'est quand même de parler encore une fois à nos autorités, à nos élus, à nos concitoyens. Donc cette presse régionale, elle a l'importance. Vous avez la même chose avec la PQN, la presse quotidienne nationale, qui sont les grands journaux nationaux, Le Monde, Libé, Le Parisien en France, etc. Voilà, donc ça fonctionne exactement de la même façon, mais on dresse un panel plus représentatif de ce qui se passe dans l'Hexagone et bien évidemment l'international. Après, il y a la presse magazine avec la presse hebdomadaire, mensuelle, bimestrielle, etc. Des magazines de société, des magazines de géopolitique, de politique, où là encore, on peut se retrouver, nos crises peuvent se retrouver là-dedans. Et on parlera probablement dans la partie 2 de Lubrizol, que vous avez tous en tête, qui a été une crise majeure, qui est un cas très intéressant, c'est vraiment un cas d'école. On retrouve régulièrement des sujets là-dessus, où je vais citer AZF, qui a hélas fêté ses 20 ans, l'accident d'AZF, on retrouve des sujets de fond. Prenons l'AZF, c'est le procès le plus coûteux de notre pays. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver, c'est-à-dire qu'une interview que vous allez donner, vous, en situation de crise, dans 20 ans, on risque de la ressortir. L'accident du tunnel, l'incendie du tunnel du Mont Blanc, pareil, c'est des choses qu'on va retrouver à partir du moment où c'est plus l'info parce qu'on l'a traité dans les jours ou dans les semaines, ça devient l'histoire. Voilà. Un éditorial célèbre disait que les journalistes qui font de la presse quotidienne sont finalement des historiens parce que ce qu'ils écrivent, ça va rester. Pensez-y, c'est important. Ce que l'on écrit, c'est important. La radio, c'est un média important en France. Pour votre information, c'est le média reconnu par les Français comme le média le plus fiable. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est juste historique parce que pour une génération qui est pas si éloignée de la nôtre, il y avait surtout Radio Londres qui expliquait ce qui était en train de se passer. Donc on a quand même une grosse part de nos concitoyens qui sont vraiment attachés à la radio. Voilà, je vous disais, il y a France Info, il y a France Inter, il y a plein de radios d'information qui sont plutôt sérieuses, mais qui permettent d'avoir des sons au fur et à mesure d'un événement et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc les radios aussi, vous les aurez très très vite, puisqu'aujourd'hui, mais c'est pareil pour la télévision et l'Internet, avec un téléphone portable, on est capable de faire de belles choses. Le journalisme est un petit peu différent parce qu'en termes de papier, on parle toujours de papier, mais pour la radio, il faut être un peu plus imaginatif puisqu'il faut faire passer des émotions à travers la voix.
Et ça aussi, c'est une spécificité de mes collègues journalistes de la radio parce qu'ils savent vraiment faire ça et retranscrire cette émotion ou cette colère ou l'anxiété. Hein. Tout ça, ça fait partie du jeu de ce qu'on essaye de faire dire aux gens. Mais ça aussi, je l'évoquerai avec vous si vous le voulez. Pour ça, on se prépare. Il y a des séances de média training, on forme les gens à se préparer, à prendre la parole en public et à contenir ses émotions. Voilà, moi, je peux vous mentir longtemps. Avant que vous allez savoir, je vais vous mentir. Je vous défie de trouver à quel moment je vous mens. Voilà, c'est vraiment un apprentissage. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a aucun talent là-dedans, c'est juste du travail. Il faut vraiment bosser, faire du média training et du coaching, et ça marche très, très bien. Voilà, et je vais terminer sur l'Internet qu'on va développer un petit peu. Voilà, l'Internet avec un grand L ou un grand I, je vous laisse faire le choix. Où là, on arrive dans une nouvelle dimension qui maintenant a un peu plus de 10 ans, parce que ça fonctionne pas trop mal. Où là, ça a un petit peu changé notre façon de travailler. Ça l'a changé pour les services publics qui font face à des crises, ça l'a changé pour les organisations et ça l'a changé pour les médias. En gros, l'Internet, c'est plus rapide que la lumière, à 300 000 km/s, mais c'est aussi dévastateur. Là où il y a encore peu de temps, on arrivait à être témoin d'une situation, et si vous regardez n'importe quel reportage sur un événement, que ce soit dans le journal, à la télé ou dans les médias que j'ai cités, vous verrez qu'on a toujours en premier plan les acteurs principaux qui s'expriment, mais rapidement on a le témoin, celui qui était à côté, celui qui a vu ce qui s'est passé. Donc on était dans une position de témoin qui était peu valorisante, mais en tout cas, voilà, moi j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais là quand c'est arrivé, ça fait 20 ans que j'habite ici, je sais exactement ce qui s'est passé. Ce témoin, il est devenu acteur et rapidement il est devenu journaliste grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux. Hein, j'ai mis RS, mais tout le monde l'aura compris, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Je suis plus un témoin passif qui dit oui, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai l'opportunité de devenir quelqu'un et d'exister en expliquant de la même façon que je l'aurais fait, sauf que je deviens acteur et je parle à la première personne. Donc, c'est intéressant dans beaucoup de cas, sauf que ça fausse la donne. Dans un premier temps, cette immédiateté des réseaux sociaux, ça court-circuite le fameux temps de l'information. Nous avons besoin dans une crise d'un temps. Il y a une temporalité, pardonnez-moi, une temporalité qu'hélas, on peut difficilement restreindre. J'ai besoin de connaître les périmètres de la crise. J'ai besoin de connaître ma limite gauche et ma limite droite en termes de communication. J'ai une autorité, quelle qu'elle soit. Un chef d'entreprise, un préfet au-dessus de moi, c'est lui qui va me dicter mes limites. Il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je dois savoir, mais que je ne dois pas dire. Il faut du temps pour ça, et vous le savez, je pense, dans vos métiers respectifs, c'est toujours pas simple d'avoir le feu vert pour commencer à communiquer. Or, c'est capital. Cette immédiateté, elle est ultra, ultra importante. Parce que le temps qu'on va laisser à notre prise de décision pour prendre la parole, en tout cas pour communiquer, on a tous ces gens de bonnes intentions qui vont nous expliquer, eux, ce qui est en train de se passer. Et vous le savez, au final, ça ne fera pas forcément nos affaires. Pareil pour l'image. Un média classique, choisissez des images. Vous avez une institution qui a un service com bien établi avec, pourquoi pas, des photographes et des caméramans, il y en a dans les institutions publiques. Vous faites vos images, vous les validez, et ensuite vous les diffusez. Là, vous ne faites pas le choix de vos images. Ce sont les images de M. Tartampion ou M. Michu avec son téléphone portable. C'est lui qui va faire ces images. Et il aura encore une fois, lui aussi, son angle de vue. Il va montrer ce qui va lui paraître important à lui. Ce qui ne sera pas forcément important dans la crise qu'on est en train de vivre, et ce qui ne sera pas forcément une aide pour nous. Hein, et on y reviendra, vu par le petit bout de la lorgnette, ce n'est pas forcément la même interprétation. En revanche, cette communication à outrance qui est faite avec les réseaux sociaux, elle impose un rythme. Elle nous impose un rythme à nous, qui essayons de communiquer en période de crise, mais elle impose un rythme aux journalistes, qui vont être obligés de court-circuiter plusieurs étapes. Vous l'avez vu, on l'entend parfois, il y a quelques dérapages sur les médias, parce qu'on balance quelque chose et finalement on n'avait pas à vérifier la source. Voilà, il y a une charte de Munich que tous les journalistes signent, la charte de Munich de 91, qui dit qu'à un moment il faut qu'on ait 3 sources. Bon, ça devient de plus en plus difficile parce que si j'attends d'avoir 3 sources, tout Facebook, tout X et puis tout LinkedIn aura parlé de ce que j'ai fait et moi j'aurais toujours pas communiqué.
Donc les médias aujourd'hui sont obligés de se dépêcher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des médias ont aussi un blog, un site internet. Alors, certains se sont cannibalisés par eux-mêmes. Après, il y a des pure players qui fonctionnent bien, comme Mediapart, pour ne citer que, qui fonctionnent plutôt bien, qui fonctionnent sans publicité, qui sont plutôt des gens honnêtes. Voilà. Mais toujours est-il que faut que le journaliste ait le temps de vérifier son information. Et s'il n'a pas le temps, il va aller vite. Et si vous temporisez de trop, ben, il ira voir quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, non pas que communiquer en période de crise, il y a 30 ans, c'était plus facile, je ne crois pas, puisque je pense qu'on était beaucoup plus psychorigide à l'époque. Aujourd'hui, on a quand même, on est dans une dynamique, quelle qu'elle soit. Alors essentiellement, prêche pour ma paroisse, hein, pour les services publics avec lesquels j'œuvre, où on a des gens qui comprennent qu'il faut communiquer vite et qui nous donnent les moyens de parler et de communiquer vite, justement pour expliquer ce qui se passe et protéger l'institution. Mais oui, ça nous complique un petit peu les choses. Hein. En gros, tout ce qu'on faisait avant avec une équipe télé, avec une équipe radio, où on venait à 2 ou 3, et ben maintenant on le fait avec un smartphone et ça marche super bien. Voilà. Donc, ça, c'est le monde des médias. Ils font leur job. Encore une fois, on a besoin d'avoir une information. Donc, charge à nous de pouvoir, sinon les accompagner, au moins les aider. Et on a tout intérêt à collaborer avec les médias si on veut effectivement rapidement faire baisser la pression médiatique, d'une part, et la pression tout court, et on le verra sur des cas concrets aussi de crise. Hein. Encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas de solution toute faite. Parfois, quand j'enseigne dans nos écoles, on me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des petites fiches? Je dis non, il n'y a pas de petites fiches, ça n'existe pas la petite fiche. En fait, vous allez travailler votre vécu, et puis surtout, pour citer l'éminent professeur Lagadec, accepter la surprise. Le plan, on fait un plan, mais quand le plan ne marche pas, ben on improvise. Et il faut accepter la surprise. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à le faire. Au contraire, si on essaie de reprendre les vieux canons et ce que je disais, ce qui a marché il y a 2 ans sur un feu de forêt, je ne suis pas sûr que je pourrais le refaire aujourd'hui. Parce que tout le monde évolue, tout le monde pense différemment et tout le monde s'acculture à la crise. Hein, je peux parler des inondations dans le Pas-de-Calais, il y a une saisonnalité dans notre pays. Hein. En gros, l'hiver, on a des inondations, puis l'été, il y a les forêts qui brûlent. Mais à force de communiquer, à force de lire des choses, de voir des choses, la population, sa culture, elle comprend vite. Elle comprend vite que, à un moment donné, le service public, il peut être défaillant. Ou en tout cas, il n'a pas les moyens de répondre à une crise. Donc, non, les petites fiches, ça n'existe pas. Il faut improviser et surtout, il faut se concerter. Et quand je vous disais aussi, dans une crise, il faut écouter les gens qui sont autour de vous, qui travaillent avec vous. Vous voyez, je vais vous donner un exemple intéressant. Je ne sais pas si vous avez souvenir de l'ouragan Katrina. Il faut imaginer un petit peu la Nouvelle-Orléans. Hein. C'est un État du sud des États-Unis. Il fait 98% d'humidité toute l'année. Il fait 32 degrés. Donc forcément, avec le cyclone, la montée des eaux, il y a beaucoup de morts. Les maisons sont dévastées. C'est pratiquement au niveau de l'océan. Et on installe un camp de fortune sur l'aéroport de la Nouvelle-Orléans parce que il est un petit peu en hauteur comme tous les aéroports. Donc, il est préservé de l'eau. Il y a un camp de mémoire, c'est 10 000 personnes qui vivent dans des tentes. Donc, rappelez-vous le contexte, hein, l'humidité, la chaleur. Et puis, cellule de crise, c'est le directeur de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, hein, qui gère cette crise-là, en tout cas, qui gère sa crise parce qu'il se retrouve chef d'une ville de 10 000 habitants. Et il faut nourrir les gens, il faut qu'ils boivent. Il y a des médecins, etc., etc. Les gens n'ont plus rien. Les conditions sont épouvantables. Et donc, ils sont 30 dans une pièce à imaginer comment on gère cette crise avec des idées. Tout le monde parle en même temps. Puis, à un moment, il y a un type qui dit quelque chose au fond de la salle. Puis le directeur de l'aéroport, il dit « Vous avez dit quoi, monsieur, vous ?» Le type, il dit « Monsieur, il va falloir qu'on fasse des feuillets. » Des feuillets, c'est un terme militaire qui veut dire des toilettes de campagne. Parce qu'avec l'humidité et la température qu'on a, dans 2 jours, on a une épidémie de choléra. Et le type, il a eu la subtilité, dans le brouhaha, d'entendre la personne qui lui disait ça. Il dit « C'est ça qu'il faut faire. » Voilà, donc la communication, ce n'est pas que vers les médias, je ne cesserai de vous le répéter, mais c'est aussi dans le groupe de travail dans lequel vous faites partie, peut-être que c'est vous-même, hein, je ne vous connais pas, mais qui dirigez, qui pilotez cette crise. Donc, il faut vraiment que cette communication, elle soit transversale. Écouter, ça ne veut pas dire entendre. Donc, on a besoin réellement de tout le monde et de toutes les bonnes idées. Voilà, donc pour revenir aux médias, encore une fois, je ne vous les présente pas comme un dictat, hein, loin de là, mais on est tributaire de tout ça.
Aujourd'hui, il y a une moyenne qui a été calculée, le français moyen, alors pas vous, hein, parce que je pense que vous êtes des gens intelligents, mais le français moyen passe plus de 6h30 sur les médias, quels qu'ils soient. J'inclus la télévision, la radio, l'Internet, la presse papier, etc. Et votre téléphone portable qui fait partie de ça. 6,5 heures par tranche de 24, ça fait quand même beaucoup. Alors probablement on en a besoin, moi c'est mon job, hein, je consulte tout ça parce que si je veux évoluer dans mon métier, je suis obligé d'être un peu au courant des choses. C'est pas toujours agréable parfois, mais en tout cas ça fait partie du métier. Mais 6h30, c'est quand même beaucoup. Encore une fois, je vous dis, c'est une moyenne, mais ça veut dire que en 6h30, les médias fixent l'ordre du jour. Ils ne vous disent pas à quoi penser, ils décident ce dont à quoi vous allez penser. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Moi, par exemple, je déteste le foot. Je m'en fous complètement du foot, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis capable de vous donner un résultat sportif du match de la veille parce que je l'ai entendu 50 fois dans la journée. Donc, si dans votre crise, on dit tout au long de la journée, pendant une journée, pendant 2 jours, pendant 3 jours, que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, d'où la notion de crise, hein, bah, même si on vous aime bien, on va avoir des doutes à un petit moment. Voilà. Donc, pensez un petit peu à ça. Encore une fois, ce n'est pas un vrai dictat, mais il y a une vraie orientation aujourd'hui, et vous connaissez probablement tous l'influence qu'ont nos réseaux sociaux et qu'ont l'information en général. D'où l'intérêt d'élever le niveau en donnant des informations pertinentes, en tout cas qui vont dans le sens de votre, allez, on va dire, de gestion de crise, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui est important, la gestion de crise. Ça s'apprend, hein. Il y a une très bonne école qui s'appelle l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui est à Aix, qui donne de très bons enseignements sur la gestion de crise. Je vous invite à les consulter. Dans sa globalité, la gestion de crise, il y a effectivement ce volet sur les médias qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et il faut être à l'écoute, parce que dans la cellule de crise, alors quand on a les moyens de le faire, voilà, moi je l'ai mis en place et ça fonctionne plutôt bien. J'ai un collaborateur qui veille les réseaux sociaux et qui veille vraiment ça, pour connaître la tendance et cette fameuse rumeur. Est-ce qu'on est capable de déminer un truc ou au contraire le prendre en compte parce que ça peut nous aider aussi, hein. Je ne suis pas avec une vision très négative des réseaux sociaux, bien au contraire, pour ceux à qui ça parle, les médias sociaux en gestion d'urgence, avec notamment une équipe de volontaires, enfin, c'est des volontaires au niveau de l'Europe, il y a une équipe en France qui travaille très bien, fait un gros travail de veille lorsqu'on est en crise, et pour le coup, les médias sociaux, ça nous sert vraiment, hein. Il y a vraiment deux pendants. Si vous voulez, on va revenir sur la boîte à outils que j'évoquais, hein. Il y a plusieurs outils. Donc, effectivement, les 4 grands outils de votre communication, ça va être le point presse, ce que l'on fait en général dans l'instant T, hein, comme on dit vulgairement au cul du camion, c'est rapidement pour donner une information. Soit vous avez un porte-parole, soit c'est vous qui le faites, soit vous êtes directeur des opérations de secours, soit vous êtes le gérant. En tout cas, il faut faire ce point presse très, très vite. La conférence de presse va pouvoir arriver dans une crise, elle arrivera inéluctablement. Elle se fait en général avec les autorités, elle s'organise. On convie la presse à un rendez-vous qui est fixé, où là, on va permettre à tous les médias présents de poser toutes les questions. Là aussi, on va le creuser un petit peu, ça se prépare. Le communiqué de presse, on en a de moins besoin. Moi, je vous incite à le faire, même si vous ne diffusez pas de communiqué de presse, parce que ça vous permet de verbaliser vos éléments de langage. Et on commence à les écrire. Et quand on écrit, en général, on réfléchit un peu plus vite que lorsque on se contente juste de parler. Donc, et plus vite et de façon plus efficiente. Donc, c'est bien d'écrire. Et en plus, si après vous êtes formé à l'exercice, le communiqué de presse, on est capable de le scinder pour sortir des posts à mettre sur les réseaux sociaux. Je regarde l'heure, Laurence, hein, vous me dites, hein, parce que je ne fais pas trop gaffe. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Voilà. Et puis ensuite, le dossier de presse, mais ça, c'est un outil qui arrive après. Dans la crise, je pense que ça sera vraiment post-crise. Mais 2 choses sont intéressantes, c'est le point presse et la conférence de presse. Le point presse, c'est l'instant T. C'est vous qui allez vous exposer lors d'une interview, et on va aussi aborder la notion de l'interview. La conférence de presse, c'est un exercice très périlleux parce que vous allez le faire avec l'autorité. Pardon. Et l'autorité, quelle qu'elle soit, aussi bienveillante qu'elle soit, elle a des impératifs avec des raisons que la raison ignore. Maintenant, si vous êtes au service de l'autorité, ce qui est mon cas parfois, je fais comme l'autorité dit. Voilà. Mais lorsqu'on prépare la conférence de presse, on se projette à plus 4 heures, à plus 6 heures. Et dans le but d'une conférence de presse, c'est de faire du factuel, d'expliquer ce qui est en train de se passer, mais surtout, et c'est là que l'exercice est difficile, c'est de préparer des réponses aux questions que vous ne voulez pas qu'on vous pose.
parce que c'est ces questions-là qu'on vous posera forcément. Toutes les questions qui vont être embêtantes, toutes les questions qui vont être délicates, il faut y répondre, c'est capital. Ça ne veut pas dire que je dois apporter une réponse à la question, je dois répondre à l'interpellation. Et ça aussi, ça se prépare, on s'entraîne pour ça, on se forme pour ça, pour pouvoir répondre à une question. Au-delà de ça, si vous regardez un petit peu nos hommes et nos femmes politiques, c'est des grands spécialistes. On avait des gens, je ne vais pas les citer, mais vous regardez un petit peu la télé en couleur, où quand on leur pose une question, il dit, vous me posez la question si effectivement j'ai fait ça, mais avant, je vais vous répondre autre chose. Et puis le mec, il répond jamais à la question. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Pourquoi? Parce qu'il apporte quand même des éléments de réponse. Voilà. Vous ne pouvez pas évincer complètement la question. Un petit camembert que j'aime bien, qui vous donne un aperçu de ce que c'est qu'une interview. Alors probablement, vous l'avez probablement déjà vécu, hein, mais c'est un peu ce que je vous disais. Donc, faut-il répondre aux journalistes? Mais c'est juste une évidence. C'est juste une évidence. Si vous voulez communiquer, en tout cas, et puis minimiser votre crise, c'est capital. Il faut répondre aux questions des journalistes. Voilà. Après, il y a du savoir-faire, comme je le disais, hein, ça s'apprend. Comment je construis mes éléments de langage, comment je parle aux médias, mais il y a aussi du savoir-être. Garder son sang-froid en position d'interview, quand vous avez 4 caméras autour de vous, je suis rompu à l'exercice, je vous assure que voilà, je mouille ma chemise comme tout le monde à chaque fois, parce qu'on sort de sa zone de confort, parce que c'est plus difficile, et puis il faut écouter tout le monde et il faut répondre aux questions. Voilà. Si vous ne voulez pas répondre, ce n'est pas un problème, hein, au contraire, hein, vous avez probablement des choses que vous ne pouvez pas dire. Pensez aux conséquences de ce refus de communication. La question vous sera posée. Si je décide de ne pas répondre, il y aura des conséquences. Est-ce que je suis capable de pallier à ça? Est-ce que je suis capable de les assumer? Voilà, mais ça, il faut le faire en équipe et il y a des choses qu'on ne pourra pas dire, en tout cas qu'on ne peut pas révéler, hein, je parle bien de révélation dans une crise, mais voilà, mais il faut juste en être conscient. On ne peut pas juste l'évincer. Hein. Guylaine parlait de préparation, il faut se préparer à la guerre. Si vous ne vous préparez pas, vous ne pourrez pas vous improviser, interviewer, puis arriver comme ça, la fleur au fusil. Il y en a qui arrivent, mais on les compte sur les doigts d'une main. Donc en revanche, si on bosse avant et qu'on se prépare, parce que vous avez quelqu'un dédié à cette com, ou en tout cas vous-même, vous êtes rompu à l'exercice, oui, là, ça vaut le coup. Hein. On peut, avec les médias, établir les règles de fonctionnement. Voilà, bon, est-ce que c'est indirect, c'est pas indirect? Qu'est-ce qu'on va dire? Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Sur comment allez-vous orientez-vous les questions? J'ai besoin de savoir un petit peu. Les gens sont plutôt honnêtes, ça marche bien, moi j'ai pas de souci avec ça. Et souvent les médias sont plutôt sympas, même sur des grosses opérations. Je fixe un petit peu les règles et puis je leur dis, voilà, en revanche, si vous me posez cette question-là, je vous dis que je serai incapable de vous répondre. Et eux-mêmes n'ont pas intérêt à avoir un blanc ou en tout cas une question qui reste sans réponse. Ça veut juste dire qu'eux vont trouver un autre interlocuteur que moi, que vous d'ailleurs, pour avoir la réponse. Ça fera nos affaires ou pas, ça c'est une autre histoire. Hein, voilà. Et puis, bien évidemment, je ne parle que de ce que je connais lors d'une interview. Je vais rester dans mon cadre d'emploi. Prenons l'exemple des inondations et des intempéries dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Si on demande là-bas au préfet ou aux pompiers qui gèrent l'intervention si demain il va pleuvoir, ce n'est pas Monsieur Météo, il ne pourra pas répondre. Ça peut vous faire sourire, mais la question, on l'a régulièrement sur les inondations, sur les feux de forêt, mais est-ce que demain il va encore faire chaud? Alors pour le coup, moi je ne sais pas, je suis pompier, je ne suis pas trop météo. Donc, c'est un exemple rigolo, mais si vous éludez les questions qui ne sont pas dans votre cadre d'emploi, vous ne vous exposez pas. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, d'une part, je pense que ça serait maladroit, et d'autre part, vous allez exposer peut-être d'autres partenaires, d'autres acteurs de cette opération, de cette crise que vous menez, et il vaut mieux que chacun réponde dans son domaine de compétences. Hein. Lorsque vous ferez une interview, lorsque vous donnerez une interview, encore une fois, n'oubliez pas, vous êtes un des acteurs, hein, vous n'êtes pas, hélas, la star. Donc, il y aura plein de gens qui vont intervenir là-dessus. Un autre petit camembert pour vous donner quelques pistes. Hein. Bien évidemment, je ne rejette pas les questions délicates. Il faut que je les aborde parce que si je suis là pour éviter la crise, je dois donner des éléments de réponse. Donc, il y a plein de termes, hein, là je vous en ai mis quelques-uns, sur lesquels on peut développer. Je vous disais, il faut préparer votre interview. C'est capital. Donc, je peux effectivement imaginer. Je vous ai mis des débuts de phrases, mais à vous de construire les éléments de langage qui vont avec. Et effectivement, on peut, et vous le voyez dans ce que j'ai mis là, je temporise. Je temporise forcément. Forcément.
parce qu'il faut que je gagne du temps pour avoir d'autres informations. Vous voyez, je parle de bilan. Alors, ça peut être un bilan matériel, ça peut être un bilan humain, bien évidemment. Mais je vais vous donner un exemple, puisque maintenant, bien évidemment, c'est quelque chose qui est rentré, hélas, dans notre histoire. Hein. C'est les attentats du 13 novembre, où le général des pompiers de Paris, à l'époque, a pris le commandement des opérations de secours. Il rentre dans le Bataclan le 13 novembre. Il a le président de la République au téléphone qui lui demande un bilan humain. Et là, le général des pompiers de Paris dit, ben, écoutez, monsieur le président, on est en train de compter les morts, je ne peux pas vous donner de bilan, il va falloir attendre un petit peu. Et on peut imaginer que ce soit le président de la République, la plus haute autorité de notre pays, il est un peu impatient, il est bien évidemment angoissé par rapport à une situation d'attentat, de multiples attentats, mais le général en question, il était incapable de donner un chiffre. Il faut donner du temps au temps. Et pour ça, vous pouvez gagner ce temps avec les médias si on communique avec efficience. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de raconter des conneries, mais en tout cas, c'est de pouvoir occuper un espace médiatique, occuper du temps, tout en les alimentant. Hein, on est bon, Laurence, encore ou pas là? Alors justement, on était en train de se parler avec Laurence. Si on veut laisser un peu de temps aux questions, c'est passionnant, Carlo, et c'est vraiment frustrant d'arrêter, mais peut-être si on veut avoir un temps d'échange et puis que vous Oui. nous donniez l'eau à la bouche pour la session numéro 2, peut-être, si, je ne sais pas si Ah, je vous entends. dans le chat, là c'est vrai qu'on l'a vu au travers de votre intervention, vous nous dites il faut communiquer même si c'est compliqué, en essayant de garder un maximum de maîtrise, ça se prépare. Là, vous nous donnez des conseils opérationnels, mais si on prend du recul au niveau d'une organisation, vous avez dit tout à l'heure, souvent le service communication est proche de la direction des organismes concernés. Quels seraient vos conseils finalement pour qu'une organisation se prépare à une communication de crise et ne la subisse pas le moment venu? C'est quoi les 3-4 conseils que vous auriez à nous donner? Le premier, peu importe l'organisation, soit on a des moyens humains et c'est fantastique et c'est génial, soit on n'a pas de moyens humains, ce qui est le cas de petites collectivités ou de petites organisations. Il y a forcément dans l'équipe avec laquelle on travaille quelqu'un qui a une appétence pour les réseaux sociaux, quelqu'un qui a peut-être une facilité à s'exprimer, quelqu'un qui a une notion, qui a fait une licence de com à un moment donné dans sa vie, pourquoi pas. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut déjà sortir du lot pour avoir un petit peu une autre vision de communicant. Le premier réflexe, et on l'a dit, et c'est évident, c'est de pouvoir se protéger en disant, voilà, surtout, on ne va pas trop parler. Non, moi, je vous garantis, en 20 ans de com de crise et d'expérience, communiquer, ça a été le meilleur moyen. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est soit avoir les moyens d'avoir un communicant qu'on va former à la prise de parole en public, à la notion de communication d'évitement de crise, parce que pour ça, il y a des arcanes, hein, c'est pas compliqué, ça l'est, mais en tout cas, voilà, tout ça, ça s'apprend, hein, il n'y a rien de sorcier en tout cas, comme je vous le disais, hein, il faut un petit peu de talent pour être un orateur, mais c'est 5% de talent et 95% de travail. Le deuxième, donc oui, soit avoir quelqu'un qu'on peut avoir dans l'équipe et qui est dédié à ça, et ça c'est juste fantastique, soit on n'a pas les moyens humains, et c'est souvent le cas, mais on arrive à sortir quelqu'un du lot. Il faudra l'écouter, cette personne, parce qu'elle sera probablement de bons conseils, en lui expliquant avec bienveillance que oui, c'est une bonne idée, mais on ne va pas pouvoir la réaliser. Voilà, parce qu'on a une autorité, parce qu'on a des enjeux qui nous dépassent. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, et à mon sens, il faut le respecter à la lettre, c'est de la transparence et de l'authenticité. Et on le verra dans la partie 2, c'est hyper important de pouvoir dire très très vite ce qui se passe. Plus on va essayer de noyer le poisson, plus on va essayer de cacher des choses, et plus on va se faire tacler méchamment. Hein, on l'évoquait avec les réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres médias et nos concitoyens ne sont pas très cléments avec nous quand on tape à côté. Donc voilà, il faut vraiment être transparent, encore une fois, avec la décence et l'éthique que l'on peut avoir dans ce boulot-là. Hein, je fais bien la différence entre l'éthique et la déontologie. La déontologie, c'est vraiment le socle. Je pense que vous l'avez tous, enfin, je nous le souhaite. L'éthique, c'est l'écart qui est entre ce que je suis et ce que j'affiche. Et là, cet écart, il faut essayer de le restreindre au maximum. Un troisième conseil, c'est un peu prétentieux de dire que c'est un conseil, mais oui, ce que je disais au début, acceptez la surprise. Ne soyez pas déstabilisés par une question, ne soyez pas déstabilisés par une situation, parce que la crise,
c'est justement sortir de ce que l'on fait d'habitude, c'est bouleverser notre système et il n'y a plus aucun code qui répond, il n'y a plus aucun plan qui marche. C'est ça la crise. Donc soit je suis souple et je suis agile et je suis capable de rebondir avec la responsabilité qui est la mienne, soit je subis la crise. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Guylaine, mais en tout cas, c'est des choses à retenir. Alors, très très bien, effectivement, ça répond. Alors, vous parlez de talent et de capacité à. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques recommandations sur des organismes qui forment à la prise de parole en période de crise ou vers qui on peut ne pas l'avoir spontanément et vers qui on peut se tourner pour être formé ou apprendre à faire face? Alors, il y a pas mal de gens qui font ça aujourd'hui, hein. Le premier conseil que je peux vous donner, et puis il n'est pas cher, si vous avez une troupe de théâtre près de chez vous, allez faire du théâtre le mercredi soir. Vous allez voir, ça vous oblige à parler, ça vous oblige à vous bouger. 85% de notre communication est une communication non verbale. Vous voyez, moi je suis italien, je parle avec les mains tout le temps, j'envoie plein de messages, pas toujours les bons d'ailleurs, hein. Voilà, et pourtant je dis aux gens ce qu'il faut faire. Mais voilà. Donc, ça, c'est une première chose, et le théâtre, c'est très intéressant. Après, il y a plein de gens qui font ça. Je le disais, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'ENSOSP, à laquelle j'interviens, a des modules de gestion de crise où il y a un peu de communication. Maintenant, je ne sais pas si c'est une perche que vous m'avez tendue, mais en tout cas, Soldats du Feu Formation, nous, on fait ça depuis 2010. On fait de la formation à la prise de parole en public spécifique à la communication d'évitement de crise. On forme aujourd'hui les officiers de sapeurs-pompiers, les responsables communication. On travaille avec les préfectures, avec des collectivités territoriales, des agglomérations de communes, où on est capable de donner, de préparer les gens à communiquer avec du média training, etc. Alors, encore une fois, nous, on fait ça, mais il y a plein de gens qui font ça, hein, et qui le font très bien. Mais de travailler face caméra avec des gens qui ont vécu des crises. Prenez des gens qui ont voilà, il y a des gens très bien, hein, mais il y a des gens qui n'ont jamais vécu de crise. Prenez des gens qui ont vécu des crises, qui ont vraiment vécu des crises, et c'est pas drôle, croyez-moi, c'est pas simple, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas de recette. Voilà, et oui, et bosser, il faut bosser sur soi, parce que le savoir-faire, on peut vous l'apporter, le savoir-être, vous l'avez, mais en revanche, on peut l'enrichir, on peut le développer. Merci. Est-ce qu'autour de la visio, certains veulent prendre la parole ou poser une question dans le chat? Je rebondis en attendant qu'il y ait une question spontanée. Pour vous, on peut parler de communication, répondre aux questions des journalistes, qu'on soit chef d'un SDIS ou qu'on soit maire d'une commune de la même manière? Bien sûr. Ou est-ce que là, il y a quand même des particularités à chaque organisme ou à chaque entité à laquelle on appartient? Non, il y aura un jargon et un domaine de responsabilité, mais la prise de parole sera la même. Lorsqu'on va entendre un maire d'une commune s'exprimer sur un événement, alors on va rester dans ce qu'on évoquait ce soir sur l'événement climatique, ben moi, si j'habite dans la commune, j'attends de mon maire qu'il me rassure et qu'il me dise qu'on est en train de faire ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'eau dans ma maison, ou en tout cas, s'il y a de l'eau dans ma maison, que bientôt on va la vider. Si je suis directeur départemental des services d'incendie et de secours, de la même façon, lors d'une prise de parole, ou si je suis le porte-parole, en l'occurrence, c'est l'un de mes jobs, porte-parole d'un SDIS, je vais rassurer les gens, leur expliquer ce qu'on est en train de faire et qu'on fait tout ce qu'il faut parce que nous sommes des professionnels de l'urgence et on va endiguer cette crise. Donc non, il y a vraiment, retenez qu'il y a votre domaine de responsabilité et ensuite il y a un jargon. Un élu ne va pas utiliser les mêmes mots qu'un pompier, qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un préfet. Voilà. Mais oui, la communication sera la même, vraiment. Rasséréner les gens, leur dire qu'on est en train de travailler et de rétablir la crise, demander de la patience, demander aux gens de rester chez eux si c'est le cas. Voilà. Très bien, parfait. On a une question qui vient de la part de Jean Nivard qui souhaite vous poser une question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Jean, on vous entend. Bon, allez-y. Merci de prendre ma question. Je préfère la poser oralement. Quand les autorités ont des objectifs, ne serait-ce que de rassurer la population pour éviter des mouvements d'affolement, et quand les journalistes cherchent du sensationnel,
Si le journaliste n'a pas ce qu'il veut, ne risque-t-il pas de se détourner pour aller vers des réseaux sociaux? N'y a-t-il pas une difficulté là dans la communication de crise par les autorités ou ceux qui les représentent? Complètement, et vous avez tout à fait raison, Jean, c'est évident. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que vous serez un acteur de cette communication, mais il y aura plein d'acteurs, vraiment plein d'acteurs. Et si, alors, vous l'avez utilisé, je vais citer vos mots, cette émotion, voilà, ce que veut chercher un petit peu le média. Et encore une fois, je vous le dis, comprenez-le comme une démarche professionnelle. Le but, c'est de raconter une histoire, pas de raconter des histoires. Donc, il faut qu'il y ait de l'émotion, hein, à la télé, dans le journal. Il faut qu'il y ait un peu d'émotion. Il faut que, bah oui, il s'est passé quelque chose, je veux entendre. C'est pas nous qui allons le dire, c'est en tout cas pas nous, l'institution, le service public, nous on va pas le dire. C'est certain, on peut avoir de l'émotion, mais on va être plutôt tendance à rassurer. L'idée, c'est que nous protégeons l'organisation et l'institution pour laquelle on œuvre. Ensuite, oui, c'est forcé qu'il ira ailleurs, mais plus vous serez dans la véracité, dans la sincérité et dans le factuel de ce qui est en train de se passer. Je vous donne un exemple de ce que je connais bien. Si la forêt brûle, qu'on a mis 1200 sapeurs-pompiers sur un feu, effectivement, le journaliste ira chercher peut-être quelqu'un qui a sa maison, il voit les flammes arriver, puis il n'a pas encore vu les pompiers. Parce qu'on n'est pas, même avec 1200 pompiers, on n'est pas capable de mettre un camion de pompiers devant chaque maison. C'est pas grave. Bien évidemment, il va le passer, ce témoignage. Mais nous, on aura contrebalancé ça. En tout cas, on aura mis un poids avec des arguments et du factuel. Mais oui, ça, c'est l'un des grands enjeux. Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. Jean, la vraie difficulté, elle est là. Et puis, ben, les réseaux, vous l'avez évoqué, c'est juste une catastrophe, parce que d'ailleurs, ça va aller super vite. Alors, on a une remarque de François Dumont qui nous dit que le webinaire était intéressant, que c'était des généralités qui méritaient d'être rappelées, mais qu'il souhaiterait pour le prochain rendez-vous d'avoir des exemples et des solutions concrètes. Alors, je crois que Carlo, c'est ce qui est prévu, hein, pour le deuxième webinaire, parce qu'on reviendra sur des crises type Lubrizol. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup l'angle du deuxième webinaire? Oui, bien sûr. Alors, des exemples, je vous en donnerai. Encore une fois, des solutions, je ne peux pas vous les donner en 1 heure de webinaire parce que les solutions, elles sont adaptées à chaque crise. Mais oui, je vais vous donner des clés pour comprendre. Pour comprendre, c'est facile d'expliquer ce qui n'a pas marché. À vous ensuite de vous faire une raison. Mais des solutions, ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, oui, on va aborder ça. Et si ces généralités vous ont intéressé, probablement, si Guylaine et Laurence m'autorisent à revenir en deuxième semaine, on abordera d'autres choses avec de l'exemple concret. Peut-être pour finir, une dernière question. À quel moment s'arrête la communication de crise? Moi, j'ai souvenir pour avoir suivi certains événements, dont le séisme du Teil, où finalement on a quand même effectivement un tsunami de sollicitations et de réactions, et puis le soufflet tombe, mais finalement la population reste, et surtout les sinistrés qui sont impactés, en attente de communication régulière qui leur fait état de la situation, des levées de doute, des solutions apportées, des choses à faire. Pour vous, ça s'arrête quand la communication de crise? Mais la communication de crise, elle s'arrête quand la crise se termine. Et on le verra la semaine prochaine. Je vais vous donner un exemple que j'évoquerai la semaine prochaine. Vous vous souvenez de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, accident de chemin de fer. Il y a un vrai démarrage de crise. Il y a 7 morts, 400 blessés. La crise, elle s'est arrêtée au bout de 30 minutes parce que Guillaume Pépi, qui était président de la SNCF, est arrivé devant les chaînes de télé et il a dit « Nous sommes responsables ». Il n'y a plus de crise, c'est terminé. Et ensuite, les médias se sont intéressés aux blessés, au travail des grues de 700 tonnes pour lever les wagons, etc. Voilà. Donc la crise, elle s'arrête, la com, pardon, s'arrête quand il n'y a plus de crise. Voilà. Ça, c'est un exemple, c'est un cas d'école. Je le disais pour le monsieur qui avait posé la question pour la semaine prochaine, je n'ai pas de solution. Mais en revanche, oui, on peut se baser sur les choses qui ont bien marché, se dire, voilà. Et là, pour le coup, Guillaume Pépi accepte d'endosser, que la SNCF endosse la responsabilité, parce que c'était cette éclisse en acier, hein, qui avait pas été serrée, je ne me souviens pas bien, mais bref, en tout cas, la SNCF était responsable, et au bout de 30 minutes, il dit « Nous sommes responsables ». C'est terminé, c'est fini, il n'y a plus de sujet. On veut savoir dans notre pays qui va payer les pots cassés. Gardez ça en tête, qui va payer les pots cassés. Voilà.
Merci Carlo. Je ne sais pas s'il y a le temps pour une dernière question, s'il y a des questions qui n'ont pas été encore posées. Laurence vous a mis dans le chat donc un petit questionnaire de satisfaction. Donc la fois prochaine, on approfondit au travers d'exemples concrets de retour d'expérience de crise passée avec ce qui n'a pas bien marché, les enseignements qu'on peut en tirer et ce qui a marché aussi, les réussites. Donc merci à Carlo de s'être uni à notre association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques pour ce deuxième webinaire de cette série 1 heure pour comprendre. J'espère vous retrouver en nombre la prochaine fois et que Carlo reviendra également cette année, bien sûr, mais surtout l'année prochaine pour d'autres sujets. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous aurez donc le support, du coup, on l'enverra peut-être à l'issue du deuxième webinaire pour pas que certains se disent maintenant que j'ai le support, c'est bon. Et ce sera de la même façon les deux replays, celui-ci et le suivant seront diffusés, mais à plus longue échéance. Merci beaucoup à tous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. On a un webinaire pour ceux que ça intéresse, mardi 12 décembre de 17 à 18h, rôle et responsabilité des différents acteurs avec Johanna Leplanois, administratrice de la FPCNT et avocate spécialisée en droit de l'environnement. Et mercredi 13, on retrouve Carlo avec nous pour approfondir le sujet ensemble. Merci beaucoup, Laurence, pour la préparation. Merci, Carlo. Merci à tous pour votre écoute et votre participation. À bientôt. À bientôt. Merci.